Donc rebonjour, je fais la suite avec la présentation de Marc, puisqu'on travaille ensemble au CHR de Lille, mes liens d'intérêt. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu le CHR de Lille, nous avons à peu près plus de 3000 lits. C'est un très très gros centre où il y a plusieurs sites, notamment plusieurs sites de transplantation, de la transplantation adulte et de la transplantation pédiatrique. L'hôpital que vous voyez au centre est le site principal dans lequel on a la transplantation rénale, la transplantation hépatique et la transplantation de greffe de moelle. Donc en gros, l'année dernière, il y a eu à peu près 160 greffes de reins, pédiatriques compris, 71 greffes hépatiques, 27 greffes cardiaques et 112 greffes de moelle. Donc vous voyez, on est quand même un gros centre de transplantation. Alors, dans le contexte de l'activité de pharmacie clinique, donc ça fait quelques années que nous avons développé l'activité de pharmacie clinique au sein du CHRU de Lille. On a informatisé les lits, du coup ça a permis de développer la pharmacie clinique et on s'est distingué en différents processus et nous avons maintenant un processus de pharmacie clinique au sein du CHR de Lille. On a plus de 900 lits aujourd'hui sur lesquels on a une analyse pharmaceutique. Donc c'est une analyse de niveau 2, niveau 3, comme on peut voir, comme recommandé par la Société française de pharmacie clinique. Donc globalement, dans nos activités, on participe au tour médical, on a des activités de conciliation médicamenteuse à l'entrée avec les étudiants en 5e année. La révision médicamenteuse dans les entretiens de sortie, alors pas dans tous les services, généralement c'est fait par les internes en pharmacie et les pharmaciens, donc il faut qu'il y ait une activité possible. Participation aux réunions multidisciplinaires, ça c'est important. Quand on fait de la pharmacie clinique, il faut vraiment pouvoir s'intégrer dans l'activité du service et comprendre les activités médicales pour être optimal dans nos interventions. On fait des consultations pharmaceutiques d'adhésion thérapeutique et c'est notamment le cas en transplantation. C'est ce que je vous montrerai ensuite. Participation aux évaluations des pratiques professionnelles et bien sûr, on participe à certains programmes d'éducation thérapeutique et notamment en transplantation rénale. Donc là, actuellement, en transplantation rénale et hépatique, j'ai un temps de 30% dans le service. Alors, le patient greffé, quelle est la plus grosse problématique de ces patients? Comme Marc l'expliquait tout à l'heure, ce sont des patients qui sont polymédicamentés. Très souvent, quand on en arrive à la transplantation, on a aussi d'autres pathologies associées, des comorbidités très importantes avec des facteurs de risque cardiovasculaires importants, qui fait que du coup, les patients se retrouvent avec beaucoup de médicaments, des médicaments parfois à marge thérapeutique étroite qui sont source d'interactions médicamenteuses. Ils ont des modifications pharmacocinétiques déjà de par leur pathologie, donc de par la pathologie rénale, pathologie hépatique, donc il faut tenir compte de ça pour ces patients-là. Le polymorphisme génétique des cytochromes, et notamment du cytochrome 3 à 5, est une grosse problématique sur la surveillance des traitements, et notamment avec le tacrolimus. Et évidemment aussi le cytochrome 3 à 4 dans les interactions médicamenteuses. Le suivi des immunosuppresseurs réguliers, d'où l'intérêt que vous a montré Marc Kazan, et bien sûr la néphrotoxicité des traitements pour certains qu'il faudra adapter. Donc c'est en ça que le pharmacien clinicien a toute sa place. Dans la conciliation médicamenteuse, pour être sûr d'avoir la liste exhaustive des traitements pris par les patients au moment des consultations. Les entretiens pharmaceutiques d'adhésion thérapeutique pour essayer de surveiller justement cette adhésion et d'être sûr d'avoir une adhésion qui est fluide au cours du temps, parce qu'aujourd'hui c'est une des plus grosses problématiques. On mesure l'adhésion thérapeutique à un temps T, donc oui, on peut être adhérent à un temps T, mais ne plus l'être à un temps T plus 1 ou T plus 2. Donc ça, il faut pouvoir avoir un suivi au long cours, ce qui était un défaut aujourd'hui dans nos méthodes, dans nos techniques pour mesurer l'adhésion thérapeutique. Et puis, évidemment, avoir l'éducation thérapeutique aussi pour apprendre aux patients quels sont les risques, quelles sont les problématiques avec leur traitement, qu'ils comprennent les enjeux également de défaut de prise des médicaments. Ça, c'est quelque chose que les patients ont besoin de comprendre. On a encore des patients, et notamment ça, on l'a vu en transplantation hépatique, qui arrêtent leur traitement en se disant « il m'arrive rien », parce que les patients ne comprennent pas que le rejet est silencieux. Et donc, ils se disent « il m'arrive rien, donc je peux arrêter mon traitement, tout va bien », et qui finissent en rejet aigu, hospitalisés dans des conditions très compliquées. Alors, on a fait plusieurs études. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait en transplantation rénale. On a voulu voir quel était finalement l'impact de la conciliation médicamenteuse à l'entrée et à la sortie avec les patients transplantés rénaux. Donc en fait, c'est une publication qui a ses limites, certes, mais qui nous a permis quand même de voir que finalement, on pouvait avoir un impact sur l'iatrogénie médicamenteuse. Donc on a pu évaluer sur 3 périodes. Une période où il n'y avait pas du tout d'intervention. On a évalué quelle était la part iatrogénie médicamenteuse dans le service. Puis ensuite, on a rajouté une conciliation médicamenteuse à l'entrée et il y avait une revue des traitements une fois par semaine des patients hospitalisés.
ce qui nous permettait de voir s'il y avait des problématiques. Et ensuite, dans une troisième période, on a fait la conciliation médicamenteuse à l'entrée, la revue des traitements une fois par semaine et une conciliation de sortie pour expliquer les traitements aux patients et notamment pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite à la sortie de l'hospitalisation. Et donc, on s'est rendu compte qu'on arrivait quand même à diminuer l'hiatrogénie médicamenteuse de 2,6%. Donc, c'était quand même assez intéressant et c'est là où on s'est dit qu'il y avait vraiment la place du pharmacien dans la prise en charge médicamenteuse de ces patients-là. Les autres publications que nous avons réalisées, donc celles que Marc vous a présentées, en fait, au départ, on a fait un état des lieux pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs de risque de la non-adhésion thérapeutique de chez ces patients-là. Donc, il y a beaucoup de facteurs, notamment sociodémographiques. Il y a des facteurs liés au traitement. Et effectivement, comme on l'a démontré, finalement, les patients qui ont des coefficients de variation supérieurs à 30% sont souvent les patients qui sont les plus problématiques, qui ont des problèmes avec leurs médicaments. Et c'est sûrement ces patients-là qu'il faut suivre au long cours. Alors, les méthodes pour l'adhésion thérapeutique, pour la mesure de l'adhésion thérapeutique, il n'y en a aucune de parfaite aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Dans les recommandations, très souvent, on demande à ce qu'il y ait des questionnaires d'adhésion thérapeutique parce que c'est un peu la pierre angulaire pour la mesure de l'adhésion. Mais comme vous l'a très bien montré Marc, aujourd'hui, on est un peu bloqué parce que finalement, ces questionnaires-là ne sont pas forcément très exhaustifs. Il y a encore une équipe en transplantation en décembre dernier à la Société francophone de transplantation qui a démontré en utilisant le questionnaire de Moresky-Green qu'on utilise tous et qui est recommandé par la NSM que finalement, quand on suivait les patients, ils ont suivi les patients à la première année de greffe et encore 2 ans après la greffe. Et ils ont montré que finalement, les patients qui étaient adhérents avaient quand même des rejets chroniques derrière, avec apparition d'anticorps, etc. Donc ça veut dire que finalement, ces questionnaires-là ne sont pas forcément exhaustifs. Et les patients qui, finalement, avaient des problèmes de non-adhésion n'avaient pas forcément des anticorps qui apparaissaient. Donc finalement, les questionnaires sont intéressants, mais il faut que ce soit accompagné quand même d'un entretien pour être sûr de ce qu'on demande aux patients. Quand vous dites aux patients, est-ce que vous prenez votre traitement avec retard et qu'il vous coche la case en disant oui, et que finalement, quand vous discutez avec lui, le retard, c'est 10 minutes, on ne peut pas considérer ça comme du retard ou une problématique dans la prise en charge. Un patient qui prend trop de comprimés, qui va vous cocher la case, est-ce que ça veut dire qu'il sera non adhérent? Pas forcément. On peut prendre 25 comprimés, trouver que c'est beaucoup, mais on va les prendre tous les jours. Donc finalement, les questionnaires ne sont pas forcément adaptés, d'où l'intérêt d'essayer de trouver une autre solution. Alors, je ne dis pas que j'ai trouvé la solution, loin de là. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution parfaite. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas forcément se figer sur une période du temps. Il faut essayer de regarder l'évolution au cours du temps parce que les patients évoluent et l'adhésion thérapeutique évolue au cours du temps. Et c'est là où nous, on a un défaut sur cette mesure d'adhésion thérapeutique. Alors, comment on a voulu essayer d'améliorer ça? Donc, on a mis en place des entretiens individuels des patients en transplantation. Donc, c'est des patients qui sont vus à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an de greffe pour le moment. L'idée, c'est aussi de les voir après, surtout par rapport aux résultats qu'on a eus dans notre étude. Alors, pourquoi la première année? Parce qu'à la première année, les patients, ils arrivent en transplantation, ils reçoivent énormément d'informations, ils ont des nouveaux traitements. Tous les traitements qui sont mis avant la greffe, globalement, partent à la poubelle et on repart avec un traitement nouveau, qui est souvent inconnu, qui leur fait très peur parce que toute la journée, on leur dit si vous ne prenez pas vos médicaments, vous allez perdre votre greffon. Donc, il y a cette espèce d'angoisse aussi pour eux. Donc, du coup, on est là pour leur expliquer leur traitement. Donc ça marche bien les premiers mois. Et puis au-delà de 6 mois, les patients commencent à devenir indépendants, à être un peu plus seuls. Ils reprennent leur activité courante, ils commencent un peu à mieux maîtriser leur traitement. Et du coup, s'il y a quelques oublis, ils se sentent un peu plus en confiance, donc ils ont moins peur. Donc c'est là que les oublis peuvent commencer. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les suivre quand même jusqu'à 1 an, pour être sûr qu'on n'ait pas de problématiques de ce genre et pour leur expliquer l'impact que ça peut avoir. Donc pour ça, en fait, au cours de ces entretiens, donc on récupère des données simples, poids, taille, pour voir l'évolution aussi au cours du temps. On leur demande leur liste de médicaments. Donc les patients doivent être capables de citer leurs médicaments. Alors, on n'est pas à l'école, évidemment, ce n'est pas une interrogation écrite. Ils peuvent sortir leurs ordonnances, mais ils doivent être capables de pouvoir nous montrer leurs ordonnances pour qu'on puisse avoir la liste et être sûr de ce qu'ils prennent. Et comme expliquait Marc, effectivement, on leur demande traitement par traitement comment ils les prennent. On en profite pour savoir si eux, ils ont compris à quoi servent les traitements. Parfois, on a des surprises. Beaucoup de patients ne savent pas à quoi servent les corticoïdes dans leur traitement. Donc, s'ils ne savent pas à quoi ça sert, pour certains, ce sont des anti-infectieux. Donc, vous voyez, on est loin de l'utilité du médicament. Certains priorisent les immunosuppresseurs. Souvent, les anticalcinurines sont priorisés par les médecins. Donc, les patients priorisent les anticalcinurines et délaissent les autres médicaments. Or, ça peut être une problématique aussi dans la greffe. Donc, ça nous permet aussi de les recadrer. Et puis, certains décalent les horaires de prise.
Donc, alors, on s'entend, hein, des décalages d'1 heure, c'est pas forcément très grave, mais vous avez certains patients qui vous disent, moi, j'arrive pas à me lever le week-end, donc le week-end, c'est quand je me lève. Donc, ça veut dire que la semaine, ils se lever pour aller au travail, donc le médicament sera pris correctement. Le week-end, c'est grasse mat, donc le week-end, c'est à midi, à 10 heures, enfin bref, ça change tout le temps. Et c'est là où peuvent commencer les problèmes de rejet, parce que justement, les patients n'ont plus cette continuité dans leur traitement. Donc, c'est là où il faut essayer de les recadrer. On essaye également de savoir dans les autres médicaments s'il n'y a pas des interactions médicamenteuses. Il ne faut pas oublier que les patients sont suivis aussi par leur médecin généraliste qui peuvent être amenés à rajouter des traitements antihypertenseurs, qui peuvent interagir, des antibiotiques. Et donc nous, ça nous permet aussi de voir si par exemple, il y a une variation des anticalcinurines ou autre, si ce n'est pas à cause d'une interaction médicamenteuse. Les effets indésirables, très importants. Est-ce que le patient a des problèmes particuliers? Certains patients vont avoir des verrues ou autres sous inhibiteurs de mTOR ou des vomissements sous Cellcept. Du coup, ils vont arrêter leur traitement parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils le disent et puis on n'arrive pas à juguler, donc ils en ont marre, ils veulent arrêter. Donc ça, on se retrouve confronté à ce genre de patients. Donc il faut pouvoir leur expliquer l'alternative et comment on peut les aider. La recherche systématique d'interactions médicamenteuses, alors via le thésaurus de la NSM qui est bien connu, via PubMed qui apporte aussi beaucoup d'informations. Il y a des interactions qu'on ne connaît pas forcément. Et aujourd'hui, DDI Predictor qui a été mis en place par l'équipe de Lyon, qui est extrêmement bien faite sur les interactions sur les cytochromes. Ça, c'est un énorme avantage pour nous dans notre travail, pour essayer de comprendre quels sont l'impact des interactions, si elles sont vraiment cliniquement significatives. Parce que, attention, dans le thésaurus, parfois, vous avez des interactions qui apparaissent, et finalement, quand vous regardez, elles ne sont pas forcément cliniquement significatives, ou quand vous faites PubMed, elles ne sont pas forcément cliniquement significatives. Donc ça, il faut pouvoir aussi pouvoir apporter des informations concrètes pour les transplanteurs, pour savoir si ce sont des traitements qui peuvent effectivement être utilisés ou pas du tout. Mesurer le coefficient de variation, donc d'où l'intérêt par rapport à tout ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant. Et puis, on leur donne un livret de greffe, donc je vous montrerai un exemple. En fait, c'est un petit livret sur les médicaments. Ce sont des fiches médicaments et des fiches pratiques de quoi faire à la maison dès que j'ai un problème. Le but, c'est qu'ils aient les informations écrites, parce qu'en fait, quand vous les avez en entretien, ça dure 20 minutes. On leur balance une tonne d'informations. Et très souvent, les patients, ils vous disent oui. Et puis, en fait, on s'aperçoit que derrière, ça ne tient pas la route et ils n'ont pas tout compris. Et ils ont besoin des informations en fait, en papier, ce qui est un peu logique. Hein. Moi, quand je vais chez mon garagiste qui m'explique 1 milliard de trucs... je ne retiens pas si je n'ai pas un papier devant les yeux, quoi. Donc, du coup, c'est un peu sur le même principe, on leur laisse une information écrite. Alors, il faut savoir qu'en transplantation rénale, on a un programme d'éducation thérapeutique. Donc, les patients, quand ils ont vraiment des grosses problématiques, on peut les réorienter dans le programme. En transplantation hépatique, on n'a pas encore de programme d'éducation thérapeutique. Néanmoins, ils font l'atelier médicaments avec les transplantés rénaux. Donc ça, c'est notre programme d'éducation thérapeutique. Donc c'est 9 ateliers qui sont faits donc, par les infirmières. Il y a une psychologue, une diététicienne et moi sur les traitements. Où, donc je m'occupe de l'activité 4, le traitement médicamenteux, savoir reconnaître ces médicaments. Donc c'est un atelier d'éducation thérapeutique 1 fois par mois, c'est 2 heures à peu près. Donc on réexplique aux patients leur traitement et les modalités. Alors comment ça se passe? En fait, je leur donne un plan de prise. Qui est comme ça. Et en gros, je leur demande d'écrire leurs médicaments de la greffe, les médicaments qu'ils ont eus, ou de lister en fait leurs médicaments sur le plan de prise. Alors très souvent, on a des surprises parce que les patients vous disent oui, je connais très bien mon traitement. Et puis en fait, dès qu'ils doivent écrire et qu'on leur demande à quoi ça sert, en fait, les patients sont complètement perdus et ils ne savent pas. Les anti-infectieux, souvent, ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne savent pas pourquoi ils les ont. Les anti-rejet, parfois aussi, on a des surprises. Et parfois même chez des patients qui sont retransplantés. Donc ça ne veut pas dire qu'un patient qui a été transplanté une première fois, qui a eu toutes ces informations déjà, connaît bien son traitement. Donc ça, il faut aussi s'en méfier. Comme disait Marc, parfois on a des patients qui ont l'air de très bien comprendre et finalement, quand on creuse un peu, ils n'ont rien compris, ou l'inverse. Donc voilà. Et une fois qu'ils ont ces informations, ensuite on réexplique, on détaille médicament par médicament pour leur expliquer les modalités, etc., pour être sûr qu'ils ont bien compris. Stéphanie, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on a beaucoup de retard. Bah, j'avais fini, c'était juste pour montrer les fiches de médicaments. Donc ça, c'est les fiches qu'on leur donne, en pratique, ce qu'ils doivent savoir, et un petit livret de greffe qu'on avait fait, pourquoi l'alternative Prograf Advagraf. Voilà, je vous remercie.